À toi, Martine. Merci beaucoup, Catherine. Quand on m'a proposé d'intervenir aux journées qui nous réunissent aujourd'hui, j'ai repensé à mes rencontres périodiques avec Pierre Pachet, aux occasions que j'ai eues de l'entendre parler en public, soit seul, soit en dialogue avec d'autres. Et c'est le mot liberté qui m'est venu à l'esprit. Ce mot s'est spontanément associé au caractère si souvent inattendu, déconcertant de ce qu'il disait, en particulier lorsqu'il intervenait dans un échange avec quelqu'un pour qui il avait aussi de l'estime. J'en prendrai pour exemple son intervention lors d'une rencontre entre lui et Alain Finkielkraut au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en janvier 2010, dont on retrouve l'inspiration dans le texte publié dans Causeur en 2015. Je passe sur la première partie dans laquelle Pachet évoque son admiration pour le guetteur mélancolique avant d'enchaîner. Je le cite. « À la fin de ma lecture, je suis convaincu par l'essentiel et j'admire. Puis je me reprends, je m'en veux d'avoir été emporté. » Et c'est là que très gentiment, mais aussi très fermement, il rappelle ce à quoi il tient face à ce qu'il appelle la brillante éloquence de prophète de malheur de son ami. Des événements imprévus surgissent dans l'histoire. Le réel échappe au système de pensée, en particulier parce que l'événement, écrit-il, recèle le surgissement du désir de liberté, toujours actif, même lorsque l'oppression semble sans limite et sans espoir. C'est, écrit-il encore dans L'âme bridée, je cite, ce qui l'attire sourdement, obstinément dans la politique et qui, je le cite encore, se situe du côté de l'absence de liberté et donc du désir de retrouver, de faire exister la liberté. Ce désir de liberté prend en particulier la forme d'action collective. Parmi celles qui retiennent l'attention de Pachet, il y a les conseils hongrois de 1956, qu'il rappelle à la mémoire de Finkielkraut, les grèves de Gdansk en 1980, la lutte pour les droits de l'homme en Chine, en particulier la pratique chinoise de la pétition, qui témoigne à la fois de la constante renaissance des demandes de justice et de leur détournement du fait de l'absence de justice instituée en Chine, car, écrit-il dans L'âme bridée, la liberté sans la justice n'est pas la liberté. Ou encore la chute de Moubarak en Égypte et de Ben Ali en Tunisie en 2011, qu'il annonce post-mortem à Claude Lefort dans la préface du même ouvrage. Pourtant, face à son ami Witold, qu'il retrouve en Pologne en 1980, Witold, je cite Pachet, insaisissable, emporté de réunion en réunion, ne rentrant chez lui que pour s'effondrer et dormir, Witold, qui lui fait sentir que les sujets non directement politiques n'étaient pas à son ordre du jour, Pachet délibérément se rejette de l'autre côté. La poésie, à la rigueur la psychologie, voilà les seuls sujets dont il avait envie de parler. Ça, c'est dans Le Voyageur d'Occident. Il me regardait, écrit-il, avec tendresse, compassion peut-être, déjà avalé par une porte. Ce qui se manifeste ici est ce que j'appellerais un besoin de retrait, de ressourcement, indispensable à certains moments, même pour celui qui partage avec d'autres le magnifique désir de liberté politique qui le fait s'engager à ses risques et périls. L'enjeu en est la liberté de la pensée, ou plutôt l'exercice d'un pensée libre qui ne s'oppose pas à l'action collective, mais qui peut entrer en rapport paradoxal, tendu et même contradictoire avec elle. Ce paradoxe, cette contradiction, sont particulièrement aigus en période révolutionnaire. Pachet les retrouve lors de son édition des 7 numéros du Vieux Cordelier de Camille Desmoulins en 1987. Ceux qui les éprouvent et les expriment sont taxés en général de contre-révolutionnaires par les révolutionnaires. Or, ce qui ressort de la présentation par Pachet du Vieux Cordelier est que cette contradiction, je le cite, fait intégralement partie de l'idée moderne de révolution elle-même. Dans certaines circonstances, en effet, ce besoin de retrait a un sens directement politique. Il se traduira en termes de défense de la liberté de la presse, dernier combat de Camille Desmoulins. En quoi peut-on dire qu'une demande qui concerne l'espace public a à voir avec un besoin de retrait par rapport à l'activisme ? Pachet n'insiste pas tant sur l'audace des attaques de Desmoulins à l'égard de Robespierre, sur son courage qui suscite l'admiration de Michelet, mais il scrute
il scrute le sens même que l'acte d'écrire, ou plutôt que l'action écrite, a pour l'engagement à bride abattue dans le torrent révolutionnaire de Desmoulins, que Pachet soutient sans réserve. Il scrute ce sens de deux façons. D'abord rentre en ligne de compte le moment tragique où se trouve la Révolution, où à la fois, écrit-il, elle exalte et tue. Elle exalte et tue. L'écrit vient ici en contrepoint du tour qui prend alors la parole quand, je cite, « les affrontements d'éloquence à la Convention ou dans les clubs favorisent la surenchère ». Pachet se montre ici explicitement redevable de l'analyse par Lefort de l'éloquence de Robespierre, à l'occasion de laquelle Lefort met en valeur, je cite Lefort, le doute porteur d'une interrogation qui fait parler Desmoulins. De son côté, Pachet insiste sur ce qu'il appelle l'action écrite de Desmoulins. Contrairement à l'éloquence agissant directement sur des auditeurs-spectateurs présents, l'action écrite en appelle à un lecteur indéterminé. Qui est-il? Que pense-t-il? Est-il seul ou lié à d'autres? Le lecteur n'est pas à la disposition de l'auteur et la distance constitutive entre l'un et l'autre ménage déjà un retrait susceptible de rompre, je cite Pachet, le cercle funeste dans lequel la politique des révolutionnaires court le risque de s'enfermer pour y devenir incontrôlable par personne. Mais, deuxième sens de ce besoin de retrait, Pachet le rappelle pourtant, Desmoulins, dans sa façon même d'être un journaliste politique, est un redoutable polémiste. Il pratique lui aussi, je cite Pachet, l'éloquence au sens inquiétant du terme qui amplifie, orne, martèle. Mais d'où vient que, selon Pachet, ces qualités de polémiste font de Desmoulins autre chose qu'un partisan? C'est qu'il se donne, dit-il, à une passion d'écriture qui est en même temps une expérience de pensée. Pachet la détecte en travaillant de près les différents états du texte, les ratures, les ajouts, etc., faisant apparaître qu'en écrivant, Desmoulins découvre, je cite Pachet, ce à quoi sa pensée l'entraîne, et ce, bien souvent, en sens inverse de ses engagements et de ses convictions de la veille. La position de retrait dans laquelle la passion de l'écriture met Desmoulins, alors même que sa plume de journaliste est haletante et rapide et que Desmoulins vit dans l'urgence de la publication, tout cela plus la modification de soi que peut produire l'activité d'écriture elle-même donne lieu à l'exercice d'une pensée d'autant plus libre qu'elle a pris, je cite Pachet, le risque de se diviser contre elle-même. Le journaliste politique qu'est Desmoulins se hausse alors, c'est le terme de Pachet, au niveau de celui d'un écrivain politique. Si Pachet est sensible à cet aspect de l'action de Desmoulins, c'est qu'il reconnaît chez ce dernier la résistance d'un pôle irréductible auquel lui-même Pachet, à son niveau et dans une situation tout autre, a toujours tenu, en particulier lorsqu'il décide de voyager, d'aller voir. Il s'adresse à lui-même une injonction. Je le cite dans Le Voyageur d'Occident. « Voyons voir, toi que voici et tel que te voici. Es-tu capable de penser quelque chose, d'opiner sérieusement, ou bien ne peux-tu que répéter des opinions entendues? Avec les moyens du bord, as-tu quelque pouvoir de considérer, d'orienter en somme, d'organiser une petite fête de la solitude humaine, juste là, en passant ?» Donc on retrouve plein de thèmes qui sont évoqués par les uns et les autres tout à l'heure et qui le seront sans doute plus tard. Certaines conversations qu'il aura en Pologne auront la vertu de rendre, je cite, malléable, mobile, ce qu'il appelle les blocs de pensée et d'opinion à l'intérieur de sa tête. Mais aussi, toujours en Pologne, un certain réconfort du corps ayant été trouvé dans un petit bistrot agréable découvert à Wrocław, fait renouer avec, je le cite, l'immense espace non surveillé où les pensées engourdies par le froid et la gêne se détendent à leur tour, s'étirent, se développent. Et ce dégel de la pensée est immédiatement accompagné d'écriture. Je griffonne sur un bout de carte de visite. Les blocs de pensée qui doivent être rendus malléables pour Pachet sont par exemple un certain nombre de on-dit sur la Pologne, On me dit, on ne cesse de me répéter que les Polonais sont les pires des antisémites. Considérer un peuple en bloc, pour Pachet, ne fait que stabiliser les blocs de pensée à l'intérieur de soi. D'autres conversations ne produiront pas cet assouplissement.
Face à une certaine interlocutrice roumaine, Pachet déclare qu'il voudrait, je cite, « éviter d'avoir à prendre les Roumains ou à les refuser en bloc. Pouvons-nous, lui demande-t-il, garder une totale liberté de jugement et apprécier isolément chaque pensée, chaque fait, chaque comportement ?» L'appréciation en bloc peut être nécessaire, en particulier, je le cite, quand le patriotisme roumain se présente sous la plume ou les paroles de tel ou tel comme étant d'un seul tenant, excluant les allogènes, les étrangers, les nomades. En revanche, et il s'adresse à son interlocuteur, à son interlocutrice, quand nous parlons, vous et moi, dans le retrait donné par la conversation privée, jusqu'à ce que j'espère que ce sont deux personnes qui se parlent, chacune avec sa sédimentation géologique personnelle, les accidents de son histoire, les polarités de son imagination, mais deux personnes, pas deux peuples ni deux nations. Il a pu m'arriver de vouloir exprimer certaines vues divergentes lors de conversations avec Pachet. Plus d'une fois, j'ai senti son attention faiblir et chercher dans le spectacle de la rue d'autres points d'accroche. Comme s'il me signifiait, je vois que je ne suis pas la seule. Ce que nous avons tous connu. Ah, je suis contente. Bon, alors je ne sais pas vous comment vous interprétiez à chaque fois ce qui se passait, mais moi, j'ai eu l'impression qu'à certains moments, il me signifiait que la façon que j'avais de les formuler témoignait plus d'une imprégnation par certains discours ambiants, certains blocs de pensée que je répercutais. Non que ces discours aient été forcément faux, mais que c'était moi qui ne les faisais pas suffisamment miens, qui ne les pensais pas suffisamment face à lui. Dans L'âme bridée, Pachet écrit, Catherine, tu es partie de là pour présenter ces journées, que la politique est la passion de sa vie. Sans avoir été jamais affilié à aucun parti, malgré ses sympathies trotskistes au moment de la guerre d'Algérie, il est vrai que Pachet a signé moult pétitions et participé à un certain nombre de comités qui, dans l'ensemble, prenaient en charge des questions de politique internationale. La défense du droit d'émigrer des Juifs du RSS, le droit à l'expression de Salman Rushdie, la sauvegarde des accords d'Oslo et la situation israélo-palestinienne. Mais, à ma connaissance tout du moins, et là peut-être d'autres qui le connaissent mieux que moi, qui l'ont connu plus tôt que moi je ne l'ai connu, me contrediront, il s'est peu exprimé sur la situation politique en France et sur l'émergence ponctuelle du désir de liberté à partir de conflits dont notre société est le théâtre. Il peut tout à fait reconnaître qu'il y a des analogies à tracer entre les mesures de contrôle sévissant par exemple en Chine et le contrôle qui s'exerce de différentes façons sur les habitants des grands pays industrialisés. Reconnaître aussi que dans ces pays, la question doit être posée de l'effet que les développements de la surveillance, en particulier commerciale, peut avoir sur l'âme de chacun. Cependant, Pachet maintient que, contrairement à ce qui se passe en Chine, où chacun sait que quelque part existe un dossier qui emmagasine les éléments de la vie privée des gens, donc pour Pachet, pour lui, nous préservons ici notre domaine intime. Point. Cette présentation, cette possibilité de retrait, avec le partage que nous pouvons en faire avec nos proches, sont constitutifs du régime politique des sociétés libérales démocratiques. Dans le texte auquel sa mort a donné le statut de testament politique, c'est-à-dire le texte dont nous parlions tout à l'heure, dont Patrick restituait l'histoire, ou l'histoire tardive de sa publication, grâce à Yaël, Pachet porte un regard très inquiet sur la situation actuelle de la France, effectivement, alerté qu'il est par l'émergence d'une violence nouvelle, émanant je le cite, d'une frange d'opposants déterminés au système, comme ils disent, à savoir à l'économie de marché ou à la démocratie représentative, qui ne prétend pas incarner une opinion minoritaire, une utopie, mais la totalité de la société opprimée par ce qui la fait tenir ensemble. Ça, c'est dans le texte. Il faudrait avoir le temps d'examiner ce qu'il en est du libéralisme assumé de Pachet, tant sur le plan politique que sur le plan économique, en lien avec le regard conciliant qu'il portait sur le monde d'aujourd'hui, qui irritait Claude Lefort au début de leur amitié. Un sentiment très profondément ancré qu'au fond, du point de vue de la liberté, des libertés tant privées que publiques, pour le dire très vite, tout ne va pas si mal ici. Pour rejoindre un vieil intertitre du Monde à propos de la parution de l'œuvre des jours en 1990, je crois,
Pachet est plutôt un impatient qu'un insoumis. C'est vraiment le titre de cet article du Monde. Alors, à mon avis, Pachet, dans son dernier texte, avait tout à fait raison de déplorer l'oubli actuel de la réflexion accumulée depuis les années 50 et qui s'était concentrée, non sans résistance, autour de la question du totalitarisme et de la fragilité de la démocratie. Il est possible, selon ce qu'il dit dans ce texte, que la façon dont se manifestent les divisions déchirant la société contemporaine est porteuse d'un dangereux désir d'unité qui menace la liberté. Mais je voudrais terminer par une question. L'inquiétude qui anime Pachet, l'inquiétude qui anime Pachet le fait peut-être passer à côté de ce qui travaille ces conflits actuellement en profondeur, le creusement des inégalités qui apparaissent de plus en plus scandaleuses et réactivent une passion de l'égalité dont je ne suis pas tout à fait sûre que la seule référence à Tocqueville puisse nous permettre d'en comprendre aussi le sens. Voilà.